Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si l'écologie n'était pas qu'un rêve ?» Aujourd'hui, nous sommes dans la ferme... La ferme des Érusés. La ferme des Érusés. Érusés. C'est ça. D'accord. Avec monsieur... Laurent Genevois. Laurent Genevois qui nous accueille et qui va nous parler de la ruche... Qui dit oui de Villiers-sur-Loire. Qui dit oui de Villiers-sur-Loire, d'accord. Alors, la ruche qui dit oui, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un concept qui a été mis en place déjà, je crois, à Toulouse en 2011. C'était un système d'achat de produits agricoles par une plateforme internet. Ce sont des gens qui étaient en ville, qui voulaient manger du local. Ils ne savaient pas trop comment faire parce qu'ils n'avaient pas le temps d'aller sur les marchés. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était trouver des produits rapidement et distribués par des agriculteurs et que ce soit le plus local possible autour de la ville de Toulouse qui était produite. Voilà. Donc après, ça c'est, on va dire... ça a bien fonctionné, ça a bien fonctionné, et puis je dirais c'était une petite ville test, Toulouse, c'est les informaticiens, des choses comme ça, donc ils ont commencé à... ça a commencé à bourdonner, on va dire, à grandir, et puis ils sont partis sur Paris, et c'est à Paris qu'ils ont vraiment développé le système du site qui dit de la ruche qui dit oui, avec le concept, des financements, des choses comme ça, et maintenant on se retrouve... à peu près avec 1000 ruches qui existent en France. 1000 ruches? Voilà. Wow. France et Europe, puisqu'il y en a en Belgique, je crois, au Danemark, des choses comme ça. Ah, ok. Je ne suis pas pro là-dessus, c'est plus le concepteur qui fait ça. sûr. Le tout, nous, c'est on se sert de l'interface informatique qu'il a mise en place, le système bancaire qui est mis en place aussi, parce que c'est... on manie de l'argent, hein, on n'est pas physique, mais c'est qu'on veut que les gens qui commandent des produits fermiers, que les fermiers aient bien leur argent derrière, donc il faut que ce soit bien géré. Donc voilà. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Concrètement, comment ça fonctionne? C'est un site internet. Les gens s'inscrivent sur un site, c'est le site de la ruche qui dit oui, la ruche qui dit oui.fr. C'est géolocalisé, ça te permet de voir des ruches qui existent autour de chez soi. Et après on choisit la ruche qui nous plaît, on peut en choisir 3, suivant où on est. Et puis on s'inscrit sur cette ruche-là, et comme ça on peut avoir le catalogue des produits qui sont disponibles sur la ruche. D'accord. Ok. Ok. Si j'ai bien compris, donc vous êtes des éleveurs, des fermiers, c'est un regroupement. C'est mon cas, moi je suis un éleveur. Ouais. Par contre, la plupart des ruches, ce n'est pas des agriculteurs qui gèrent ça, c'est plus souvent des consommateurs qui ont voulu mettre en relation des éleveurs et d'autres consommateurs. Et comme ça, ils connaissaient des éleveurs, des producteurs du coin, ils se sont dit, nous on sait où aller chercher les produits, j'ai des amis qui voudraient bien consommer et puis qui ne savent pas trop comment faire, donc au lieu de refaire un petit marché chez soi qui n'est pas sûr de fonctionner, c'est un système de plateforme informatique. On a X agriculteurs qui sont inscrits sur le site, qui sont bien viabilisés agriculteurs locaux, parce que c'est pas le jardinier. Quelle distance par rapport à la ruche? La ruche maximum, c'est le point où on crée la ruche. Moi, c'est à Villiers-sur-Loire. Je peux, sur un rayon de 250 km autour du point de Villiers, je peux recruter des agriculteurs ou artisans locaux, des gens qui fabriquent eux-mêmes de leurs mains des produits. Donc ça va, chez moi, on va dire que l'agriculteur le plus proche, le plus loin, c'est 95 km. Ça va être quelqu'un qui fait des canards en Sologne. On va avoir quelqu'un qui fait de l'artisanat, enfin de la produit transformé, qui va être un petit peu plus loin du côté, l'autre côté d'Orléans. Et vraiment le plus loin que j'ai, c'est on va dire
quelqu'un qui fait du poisson. C'est un poissonnier, grosso modo, un marieur, on va chercher le mot, un marieur. Il achète le poisson directement au pêcheur et dans les 24 heures, suivant notre commande, ils arrivent à nous livrer. Et là, on est pratiquement on est à 190 km, c'est sur Nantes. D'accord. Donc si on va sur la ruche, on trouve quoi? On trouve des fruits, des légumes. J'ai 30 producteurs. Donc vous allez retrouver, on va commencer par ça. Oui, tant qu'à faire. Des produits laitiers de vaches. Donc on va préciser. Donc vous élevez des vaches. C'est ça. Et vous êtes producteur de lait. Voilà. Et vous êtes, d'après ce que j'ai compris, vous êtes transformateur. On transforme une partie du lait qu'on produit principalement en yaourt. Oui. Donc yaourt nature, aromatisé, tout ce qui suit derrière. Et à la force de côtoyer les gens de la ruche et puis sur les marchés, on nous a demandé de la crème, on nous a demandé du beurre, et on a comme ça une panelle, on a maintenant une quarantaine de produits qu'on fabrique sur la ferme à partir de notre lait. D'accord. Donc en tant que producteur, c'est pour ça aussi que je voulais monter la ruche et pouvoir toucher plus de monde dans le Vendômois avec mes produits. Et j'ai rassemblé des collègues qui étaient prêts à vouloir se lancer dans l'aventure. Et on va retrouver donc de la viande de porc, on va retrouver de la viande de bœuf et de génisse pas trop loin, dans le 72. On va trouver du cidre, on va retrouver de la volaille avec la ferme du Grand Gué, on va retrouver des fruits, des légumes. Des fruits, pas trop, puisque dans le Perche on a du mal à en avoir, si c'est des fraises, des framboises, des petits fruits comme ça. Mais il nous manque quelques producteurs, des pommes, des poires, des choses comme ça. On a du mal à trouver dans le secteur, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut s'éloigner, puis après il faut aussi que l'agriculteur veuille rentrer dans ce système-là. Bien sûr. C'est une logique, il faut être habitué à Internet, et puis c'est des commandes, il faut pouvoir livrer, c'est tous les 15 jours, voire périodiquement, et il faut être habitué. Donc c'est à la fois, je dirais, le consommateur qui demande à vouloir les produits locaux, mais il faut aussi que l'agriculteur veuille rentrer dans un système comme ça, pour que ça puisse marcher. Bien sûr. Quel intérêt pour un agriculteur, un éleveur, de rentrer dans un système comme ça? Ça vous confirme une certaine production? Déjà, c'est pas un volume, je dirais, c'est pas comme une AMAP, c'est pas, je dirais, sur 1 an ou 2 ans qu'on dit, voilà, vous avez telle quantité à vendre dans l'année. Par contre, tous les 15 jours, on sait ce qu'on doit livrer et ce qu'on doit produire. Parce que je m'explique. Les gens commandent, ils ont une semaine pour commander et on a 3-4 jours pour préparer et faire notre livraison. D'accord. Donc durant ces 3-4 jours, moi je suis en produits frais, mes collègues qui font de l'abattage de volaille ou des choses comme ça, c'est pareil. Ils savent le mercredi matin ce qu'ils doivent livrer le vendredi soir, donc combien de poulets ils doivent abattre. Moi je sais combien de yaourts je dois livrer, et comme ça on est en flux tendu. D'accord. On sait exactement, on n'a pas de perte, et on sait que quand c'est livré, c'est payé derrière. Que quand je fais un marché, je remplis mon camion. S'il n'y a personne qui vient parce qu'il fait mauvais ou quoi que ce soit, je ramène toute ma camionnette. Bien sûr. Quand moi les yaourts, j'ai quand même 3 semaines de DLC, on va dire, je peux les remettre la semaine d'après, on arrive à jongler. Mais quand c'est de la viande fraîche, ou c'est des légumes qui sont cueillis et du matin qui sont extra frais, au bout d'une semaine, voilà, on va dire que ça passe à la poubelle ou que ça passe dans d'autres circuits. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est une forme de sécurité. Voilà, c'est une sécurité au niveau de l'agriculteur, et puis au niveau du consommateur, la ruche, elle est là pour dire que c'est bien des produits locaux. C'est-à-dire que l'agriculteur ne montre pas de blanche avant de rentrer pour pouvoir dire je suis agriculteur, j'ai mes papiers, si je suis bio, j'ai bien mon agrément bio, il est à jour, et on vérifie tous les ans savoir si l'agrément est correct. Et puis comme ça, c'est pour éviter, comme on voit dans certains marchés, des fois des oiseaux qui ramènent des produits dont on ne sait pas où, qui disent que c'est local, et puis là, on a quelqu'un qui veut acheter mes ananas locaux. Voilà. On retrouve des tomates au mois de février, c'est du local. Oui. Ça peut être local, mais c'est pas dans la logique qu'on a. Bien sûr, bien sûr. Vos produits ne sont pas donc systématiquement bio, ce que je viens de comprendre. Non. Mais par contre, vous êtes toujours dans le raisonné ou vous avez aussi de l'intensif? Peu de gens qui sont dans l'intensif rentrent dans ces systèmes comme ça. Parce que ce qu'on va chercher, c'est des gros volumes. Là, c'est pas le cas. Ma politique, moi, je côtoie aussi bien des bio que des pas bio. C'est que les produits soient bons, que la personne qui
qui transforme soit content de ce qu'il fait. Bien sûr. On se rappelle, dans les années 70, on faisait du poulet, mais on ne mangeait pas celui qu'on vendait. Donc là, on est vraiment sur des gens qui aiment ce qu'ils font et qui le font correctement. Qui mangent ce qu'ils font. Et qui mangent ce qu'ils font et qui le font correctement. Moi, la plupart des fermes qui sont sur mon exploitation, sur Villiers, je connais les agriculteurs, je sais comment ils travaillent, ils ont été visités, on les côtoie, on voit qu'ils ne font pas de bêtises. De toute façon, une bêtise, l'abeille qui mange son produit, on a des retours, puisqu'elles peuvent, ils écrivent sur internet, ils nous renvoient des messages, ça n'a pas été, il y a des choses bizarres, donc au bout d'une fois ou deux, on voit ce qui se passe, et puis on peut éliminer des producteurs s'ils ne sont pas bons. Voilà. Alors bon, donc moi je suis agriculteur, là, je me suis lancé dans l'élevage de carottes. Et donc, oui, je sais. Et donc, votre concept m'intéresse, alors qu'est-ce que je fais? Je viens vous voir. Voilà, le plus simple c'est de venir voir le responsable de ruche le plus proche de là où on produit. Déjà voir s'il n'a pas déjà un producteur de carottes. Parce que moi, dans ma logique, j'évite d'avoir deux producteurs qui font la même chose pour pas qu'ils se marchent sur les pieds. Parce qu'on a un petit volume de vente, on n'est pas un hypermarché. J'ai combien, on dit en moyenne entre 35 et 38 clients tous les 15 jours. Donc s'il y a 4 producteurs de carottes, ils ne vont pas arriver à vivre sur ce système-là. Donc s'il n'y a pas d'autres producteurs, il est le bienvenu. Moi, je regarde comment il travaille, comment est son raisonnement et tout ça, et je l'intègre au niveau de la ruche. Donc, il s'inscrit sur le site en tant que producteur. Il doit montrer tous ses papiers disant qu'il est bien producteur. Une fois que c'est validé par le site, on peut commencer à commander des produits chez lui. Sachant que ce n'est pas anodin. On s'inscrit sur le site et sur chaque produit que l'on vend, il va y avoir une petite commission qui va être pour la ruche, pour payer le système du site. C'est ce que certains ne veulent pas faire, donc du coup ils ne rentrent pas dans le système. D'accord. Alors financièrement, pour le consommateur, est-ce qu'il paye moins cher que s'il va à Carrefour ou c'est le même prix? La plupart des produits qu'on a à la ruche, il ne va pas les retrouver chez Carrefour ou chez Leclerc à côté. On reste vraiment sur le local, il peut les retrouver souvent sur les marchés ou directement chez le producteur qui aura son magasin de vente directe à côté de chez lui. Donc pour faire une concurrence, une comparaison, c'est assez difficile. J'ai quelques collègues qui sont chez Leclerc et sur la ruche et on s'aperçoit qu'il y a très peu de différence, ou même c'est mieux sur la ruche que chez Leclerc des fois ou chez Carrefour. Ça dépend un petit peu comment joue la grande distribution, le jeu des marges ou des choses comme ça. Nous, c'est le producteur qui fixe son prix. Je veux vendre mon yaourt 50 centimes ou 60 centimes ou 1 euro, c'est mon affaire, c'est moi qui le marque. Moi, en tant que responsable de ruche, je ne touche pas les prix. La seule chose qu'on avertit l'agriculteur au départ, c'est que dans le prix qu'il fixe au départ, il va y avoir une partie qui va partir sur le système de bien sûr. Voilà. Après, s'il veut vendre son kilo de pommes 6 euros du kilo, qu'il le vend. On mettra ce prix-là, mais s'il n'en vend pas parce que c'est trop cher par rapport à la concurrence, il va baisser son prix, il va se réaffecter. Après, on est sur des produits extra frais. On voit, j'ai des collègues qui sont maraîchers ou quoi que ce soit, c'est cueilli le matin, c'est livré le soir. La personne qui va venir prendre sa salade ou sa tétragone ou des choses comme ça le soir à la ruche, le lendemain, ça ne sera pas pourri. Oui, bien sûr. Ça peut être un petit peu plus cher, mais le délai de conservation va être plus important. Et après, même moi, en tant que vendeur à la ruche, je fais attention au prix en disant, de toute façon, il y a aussi ce que je vends, je sais que c'est vendu. Oui, j'ai pas de perte, donc logiquement j'arrache pas, j'ai pas les 10 ou 20% de ce que je fous à la poubelle le soir ou au cochon ou autre chose. donc on arrive à peu près au prix équivalent pour produits identiques. D'accord. Donc on ne paye pas forcément moins cher que dans le commerce, mais on est sûr d'avoir des produits de meilleure qualité. Donc voilà, c'est avantageux. Et pour vous, professionnels, l'intérêt financier, mis à part le fait d'une certitude de ne pas avoir de perte, est-ce que vous gagnez plus d'argent que si vous vendez à Monsieur Leclerc? Je pense qu'on gagne moins qu'aller chez Leclerc, parce qu'à Leclerc, il y aura sûrement un volume.
Oui. Après, la marge n'est pas la même, c'est-à-dire qu'il va me grignoter un petit peu ce que j'espérais faire. Oui, quand je parlais de gagner, moi je parlais au prix du kilo par exemple. Le litre de lait, si vous le vendez à Leclerc, vous n'allez pas le vendre de la même manière que si vous le vendez sur la ruche. Non. Donc pour vous c'est intéressant. Pour moi c'est plus intéressant de vendre sur la ruche, si ce n'est, je vends déjà au marché juste à côté, il y a du monde supplémentaire qui goûte mes produits, qui reviennent chez moi, et ainsi de suite. Et je suis content. Nous on s'est développé, on ne peut pas dire, au niveau de la ferme, on s'est développé un petit peu grâce aux ruches. On a commencé avec la ruche de Blois, on est maintenant sur 5 ruches. Villiers, parce qu'il y avait un autre système de vente par internet, on n'a pas lancé la ruche tout de suite. Et quand on a vu que ça commençait à fermer, on a lancé la ruche pour voir ce que ça donnait. Et maintenant, depuis on va dire 1 an que ça tourne, 1 an et demi, on est hyper content. Concrètement, ça veut dire que un éleveur ou un agriculteur qui passe par la ruche, il peut vivre décemment de son métier. Alors que s'ils devaient vendre à des prix cassés comme ils vendent à Leclerc, Carrefour et autres, on les entend souvent à la télévision, ils sont toujours en train de pleurer. C'est pas la même gamme de produits, c'est surtout ça qu'on voit. C'est entre le producteur, la comparaison, ça serait plutôt un producteur qui fait des marchés et un producteur qui fait la ruche, et souvent c'est complémentaire, on fait à la fois le marché et la ruche, et on ne rentre pas dans les grandes surfaces. En rentrant dans les grandes surfaces, on va pas dire... on dénigre un peu le produit, c'est vraiment le consommateur. Vous ne pouvez pas mettre des produits, il y a certains produits que vous mettez des tomates, des choses comme ça, maintenant ça devient la mode, mais qui sont un peu difformes, des choses comme ça, qu'on retrouve à la ruche, que vous ne retrouvez pas chez les produits standardisés dans les grandes surfaces, parce que c'est calibré, c'est ceci, cela. Oui. Là, quand vous avez, vous n'êtes pas calibré. Nous, c'est pas calibré, et la personne va acheter 1 kilo de courgettes, ça peut être une courgette, comme il peut en avoir 5 dans le paquet. C'est en fonction de ce que le producteur vraiment sort de son truc. Ok, je crois qu'on a à peu près compris comment vous fonctionniez, la démarche, l'esprit, les prix. On va peut-être maintenant continuer par la visite de votre exploitation. Pas de problème. Et ben voilà, c'est parti. Bonjour, vous êtes bien sur Planète Gaïa. Aujourd'hui, nous avons avec nous pour le 2e épisode après Gérard Confino, donc Mélanie, pour aujourd'hui, vous montrer l'exploitation de Laurent. Donc Laurent, dites-nous, expliquez-nous depuis combien de temps vous avez cette exploitation. Alors, c'est une exploitation de Laurent, mais de Laurent et Émilie. On est deux, mari et femme, et on a repris l'exploitation au 1er janvier 2006. Donc ça fait 11 ans maintenant, où on a repris, donc on n'était pas filiale d'agriculteurs, on n'était pas de la région, mais on a repris une exploitation agricole, une ferme, à quelqu'un qui a bien voulu nous la céder, qui avait déjà des vaches Holstein dessus, donc c'est pour ça que vous allez avoir que des vaches noires et blanches. Et on a agrandi un peu le troupeau, et puis reconstruit des bâtiments et tout ça, pour que ce soit aux normes actuelles, et pour pouvoir après transformer notre lait directement là. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre une exploitation de tout? Moi je suis, depuis tout petit, les animaux, les vaches surtout, ça me plaît. Alors je ne sais pas partir sur des laitières, mais avec mon épouse, on a trouvé ça, mais ça nous a plu. Dans la région, on travaillait en école tous les deux, et les gens qu'on côtoyait nous ont donné le goût de la région, du métier, et on a voulu s'installer là. Après 3 années à travailler avec eux, et on a trouvé cette ferme et on a fait en sorte de l'agrandir et de trouver nos marques avec. Rappelez-nous depuis combien de temps? À la ruche qui dit oui, on a commencé à livrer en 2013 à la ruche de Blois, et on a construit la ruche, j'ai construit la ruche de Villiers en 2016, et ça fait 1 an et demi à peu près maintenant. D'accord. Donc en fait, cette exploitation, par rapport à la région, on commence à être une petite ferme, mais après par rapport au niveau national, on est dans la moyenne, on a quand même, on parle de contrats qu'on fait avec les on a un potentiel de contrat de 400 litres de lait. Donc notre principale laiterie c'est Belle, dans la région. Donc ça représente quoi
Par rapport à la production. Par rapport à la production d'ici? Ici, c'est ce qu'on produit, à peu près entre 300, on fait 350 000 litres de lait par an. Notre potentiel de production est 400 000, mais on ne l'atteint pas. On limite un peu le nombre d'animaux, et puis comme on fait de la vente directe à l'extérieur, ça nous prend beaucoup de temps, donc on a été obligé de réduire un peu le cheptel, parce qu'on a pas être au four de nous-mêmes. Là, on a une quarantaine de vaches qui produisent du lait toute l'année. Après, on a, ce que vous avez en face, une dizaine de vaches qui sont en attente d'avoir des petits veaux pour pouvoir produire du lait. Donc c'est un petit turnover, comme ça, c'est quand au bout de 9 mois, elles vont avoir un petit veau. Donc on va arrêter de faire, elles vont se reposer 2 mois. Et puis pendant ce temps-là, on a les autres qui vont venir les remplacer et ainsi de suite. Au repos et les autres au travail. Très bien. Bien. Ok. Voilà, bien fait. Allez-y. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'exploitation, la ferme des Érusés, c'est les 2 personnes à l'origine, c'est Élodie et moi. Donc Élodie qui est plus, c'est la traite, plus le suivi du troupeau que moi. Donc va vous expliquer un petit peu la laiterie. Donc dans notre bâtiment, en fait, il y a donc la partie laiterie qui est là où on stocke le lait. Donc le grand tank qui est ici, il va nous stocker le lait qui va partir à l'usine de transformation en circuit long. Et puis le petit tank qui est ici sert à stocker le lait qui, lui, va être utilisé pour l'atelier de transformation. Et donc avant, il faut quand même traire les vaches, donc matin et soir, tous les jours de l'année. Sachant qu'il y a quand même 3 personnes qui peuvent en permanence venir nous secourir si on a un souci. Ça s'appelle des agents de remplacement, c'est des gens très compétents. Donc dans la logique, en fait, les vaches rentrent toutes d'un coup et puis on va les traire une à la fois, tranquillement. Donc elles passent 8 par 8 chez nous. Et elles prennent le temps de donner leur lait et puis on les libère et à ce moment-là elles sont libres en fait. Toute la journée après elles font ce qu'elles veulent. Elles vont manger, elles vont se balader dans les pâtures ou se coucher dans le bâtiment quand il pleut comme aujourd'hui. Voilà. D'accord. Là c'est la traite. La traite, la salle de traite est ici en fait. Mais c'est pas intéressant quand c'est vide. Oui bien sûr, mais bon c'est juste pour voir. Voilà. Là, c'est en phase repos, post-nettoyage. D'accord. Voilà. Tout a été nettoyé, c'est prêt à repartir ce soir. D'accord, donc les vaches montent en haut là. Ouais. Elles arrivent par le petit portillon qui est ouvert en fait. Elles viennent s'aligner ici. Elles apprennent en fait quand elles sont jeunes. Elles poussent le petit portillon, elles passent la tête entre les 2 barres ici. Et donc moi je vois que des popotins alignés comme ça. Ça s'appelle une traite par l'arrière en fait. Mais ça ne m'empêche pas de les connaître en fait, parce que je les manipule. L'intérêt c'est qu'on les manipule et donc on les connaît en les rentrant, en les voyant sous la stabilisation. Et donc on les traite comme ça. Alors, le deuxième intérêt c'est que c'est beaucoup moins dangereux parce qu'on n'a pas on peut pas avoir de coups de patte. Une vache ça botte par le côté, donc par l'arrière elles sont bien calées. Puis en général elles ne tapent pas, donc comme ça il n'y a pas de souci. Et donc c'est beaucoup moins dangereux, puis on fait moins de pas. Donc voilà, on a choisi cette façon de traire. Sachant que c'est un moment qui est plutôt calme aussi. Il faut que ce soit calme, parce que sinon les vaches ne donnent pas leur lait. C'est elles qui décident de donner leur lait. C'est hormonal. Hein, et donc il faut que ce soit un moment très calme et un moment de... c'est le seul moment de la journée où on est avec elles, donc il faut que ce soit agréable. Et puis c'est long. Donc, et ça se répète, donc il faut que ce soit agréable. Moi j'y tiens, il faut que ce soit un moment de... Moi c'est mon moment de calme dans la journée. Voilà. C'est le moment où je me pose avec mes baisses, où on papote. Et ça permet de... C'est très important parce que c'est le moment où on voit où elles sont malades, c'est le moment où on voit où si tout le monde déconne un petit peu, il faut faire attention à l'alimentation. Voilà, c'est un moment crucial pour l'éleveur. Enfin en tout cas pour moi. D'accord. Donc juste à côté de la laiterie, on a les petits veaux. Donc c'est des petits veaux qui sont âgés de moins de 3 semaines et qui vont pouvoir boire le lait de leur mère. Donc
C'est toi qui vois du monde, ils croient qu'on va leur apporter du lait. Donc ce qu'ils cherchent, c'est le biberon, de quoi téter. Donc là, il reste là, ça paraît des petites cases, mais c'est en fait, on recherche à ce qu'ils soient isolés pour éviter qu'il y ait des problèmes de maladies des uns aux autres. Ça nous permet de bien les surveiller. Et puis au bout de 3 semaines, on les emmène tous dans une case collective avec de la paille, du foin et tout ça, pour qu'ils aient leur vie de groupe, qu'ils apprennent à ruminer, qu'ils apprennent à manger comme une vache, quoi, manger du foin et de la paille et des aliments. Là, c'est la phase lactée. Vraiment, phase lactée, c'est du lolo. Donc vous pouvez en avoir 6 d'un coup. Ouais. Et il peut y avoir des jumeaux, et puis il y a des phases où on a 40 vaches, donc il y a des fois, c'est souvent lié avec la lune, hein. C'est comme, on va dire, dans les maternités, ça arrive tout d'un coup, alors que ce n'était pas prévu, et donc il vaut mieux avoir un petit peu plus grand qu'autre chose. Et puis là, il y a un petit peu de monde, mais logiquement, on essaye d'avoir 3 qui sont prises et 3 qui sont propres et nettoyées pour le coup d'après. On fait un turnover comme ça, c'est plus, on a normalement 3 vélages par mois à peu près, ça nous permet de faire un turnover. D'accord. Après, on est dans un élevage laitier, donc on garde les femelles, parce que c'est celles-là qui vont faire du lait, et les petits veaux mâles, qui sont comme lui, qui sont là pendant 3 semaines, mais qui vont partir avec le maquignon, qui va partir soit dans un atelier d'engraissement, soit pour faire du veau gras, on ne sait pas. Ça fait partie de la vie. Bon, vas-y. De retour avec Laurent dans sa salle de vente. C'est ça. Dans l'exploitation. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Laurent, comment ça se passe dans le magasin? Alors dans le magasin, déjà il est ouvert que 2 demi-journées par semaine, vendredi et samedi après-midi. On a nos produits, là ils sont pas en exposition parce que c'est un jour de semaine, ils ne sont pas fabriqués. On est en pleine début de semaine, donc c'est à ce moment qu'on fabrique. On accueille les clients où on a des yaourts de ce côté-là et on en profite également pour vendre un peu nos produits de collègues que vous retrouvez à la ruche. Ça fait un peu redondance. Qu'est-ce que vous vendez du coup? Nous, chez nous, c'est plutôt tout ce qui est produits laitiers. Donc on va vendre notre lait cru directement. On va vendre des yaourts nature aromatisés avec des morceaux de fruits. On fait également du riz au lait, des semoule. Et de temps en temps, une fois par mois pratiquement, on a de la viande de veau et on engraisse. Donc c'est pas les veaux qu'on a vu tout à l'heure, c'est des veaux que l'on croise grâce à viande avec nos vaches laitières et pour faire des veaux gras. Et on passe. On a l'avantage, on habite à côté de Vendôme où il y a un abattoir, donc ça va à l'abattoir à Vendôme. Et j'ai une voisine qui a un atelier de découpe de viande, les serres, voilà, la ferme de l'étang, et qui a un boucher qui travaille très bien et il découpe notre viande de la façon. On met ça en plastique et comme ça, on livre ça à la ferme, aux ruches et sur les marchés. Donc la pièce d'atelier, c'est vraiment l'atelier de transformation, la salle de travail. Mais ce que vous voyez tout de suite à gauche en rentrant, c'est le pasteurisateur. En fait, c'est un tank à lait, mais qui fait du chaud, qui nous permet de pasteuriser le lait. Parce que pour faire des yaourts, on ne peut pas travailler directement avec du lait cru et puis faire du yaourt tout de suite dessus. Il faut pasteuriser. Donc ça sert à pasteuriser, à tuer toutes les bactéries qui sont à l'intérieur. Et une fois qu'on refroidit ce lait-là, on met des petites bactéries bien spécifiques qu'on a choisies. Et ça nous permettra de faire nos yaourts. Et la machine que je vois à droite, la grande machine, au fond, oui, au fond, donc vous avez la baratte, qui nous permet de faire du beurre. D'accord. Et vous avez l'étiqueteuse sur la gauche qui nous permet de coller nos étiquettes. On fait vraiment comme on fait des petites séries. Ça nous permet d'avoir à façon tant de yaourt en amande, tant de yaourt au café. On imprime la DLC, la composition, tout ce que nous oblige la loi, comme pour les grandes marques, pour pouvoir tout faire. Par mois, à peu près, combien de yaourts? On va dire par semaine. Par semaine, alors, par semaine, on transforme on fait à peu près 2000 à 3000 yaourts. Ça dépend un peu de la saison. Quand il fait très chaud, les gens mangent de la glace, ne mangent pas du yaourt. En hiver, c'est trop froid, donc ils sont plus sur les potages, des choses comme ça. Nous, ce qui marche bien, c'est on va dire au printemps et à l'automne, où les gens cherchent des produits un peu frais, s'il ne fait pas trop chaud. Très bien. Et la machine que je vois juste au bout, à droite au fond, la noire,
Là-bas, c'est l'imprimante. En fait, vous avez deux seaux l'un sur l'autre. Oui. Donc sur la droite, c'est l'apparat. Oui. Sur la gauche, c'est une imprimante. D'accord. Hein, c'est comme une étiqueteuse. Donc ça nous fait que les étiquettes. Pour les yaourts. Vous mettrez sur les yaourt, crème fraîche et tout. On met tous les formats qui sont chez nous. Elle est adaptée, on change les rouleaux, on fait un peu ce qu'on veut avec. Et vous avez vraiment derrière la porte là une petite machine jaune. Ça, c'est une doseuse. Donc elle n'est pas montée, c'est quand on fait notamment les fromages blancs et les crèmes, on remplit une grosse trémie au-dessus et c'est pour être sûr d'avoir 200 grammes, 400 grammes. C'est pour éviter l'effet répétitif des filles qui remplissent ça au pichet. Comme la crème et le fromage blanc c'est lourd, on a investi, grâce à un système d'investissement participatif d'ailleurs, on a réussi à se payer ça. Sinon, je parlais des 4000 yaourts, les 4000 yaourts c'est rempli à l'heure actuelle au gros. Donc voilà, c'est... Ça fait partie du truc. Donc, tout ça aux normes, bien sûr, sanitaire. Bonjour chers téléspectateurs, nous retrouvons Laurent qui est le responsable de la ruche de Villiers-sur-Loire. Et alors donc là nous sommes en train d'assister à la distribution, c'est ça. Donc ça veut dire que tous les différents producteurs qui sont disponibles pour faire la distribution sont là pour distribuer leurs produits et quelques-uns pour distribuer en plus le produit de collecte qu'on peut plus tenir. C'est un échange aussi entre eux, un coup c'est moi, un coup c'est toi, pour que au moins les gens puissent rencontrer qui produit quoi. D'accord. Donc je rappelle rapidement pour nos téléspectateurs, les produits ont déjà été commandés sur internet, ils ont été donc choisis, payés. Donc ici il n'y a pas de vente en fin de compte, c'est que du retrait de... Que le retrait de marchandises. On a notre petite liste de commissions qui a été faite sur internet, donc payé. On va voir chaque producteur pour retirer ce qu'on a commandé. Pour avoir le cas échéant quelques explications en plus sur le mode de cuisson, sur comment ça a été fabriqué, élevé et tout ce qui s'ensuit. Et tout le monde est à même de pouvoir répondre. À cette question. On fait le tour? Oui. Hop là. Alors là nous arrivons à un premier stand. Voilà. Alors donc là nous sommes avec Gilles Chénon. Gilles Chénon. Voilà, c'est la ferme du Grand Gué, producteur de volailles chez nous. Ouais, il fait volailles, œufs. D'accord. Un petit peu de rhubarbe également. Et son avantage qu'on a, donc il fait de du poulet de la perle noire et de poulet de comte. Voilà, un petit peu une particularité locale. D'accord. Et il fait aussi un petit peu de la transformation, enfin de la découpe. Du blanc de poulet, des pâtes de poulet, puisque beaucoup de consommateurs peuvent être des petits gens en couple ou des choses comme ça, qui ont besoin que de petits morceaux. Que de morceaux, oui, bien sûr. Et ça c'est possible avec Gilles. Ok. Une rillette fraîche. D'accord, parfait. Merci Gilles. Merci à vous. Ok, on continue. Donc là on est... Avec Fanny Pelletier, oui. De la cidrerie. Alors je ne me rappelle jamais le nom de la cidrerie. Cidrerie Distillerie Pelletier. Voilà. D'accord. À la Chapelle-Lyon. Ah, on est voisins alors. Ah oui. Donc il nous apporte tout ce qui est cidre, vinaigre de cidre, jus de pomme. Je suis un grand consommateur, toi, je vous dis, j'oublie. Et puis qui aujourd'hui en plus amène de la viande d'un de ses voisins, Adrien Le Proux, qui est éleveur de génisses allaitantes, donc de viande de bœuf. D'accord. Et qui permet comme ça une fois de temps en temps de nous livrer de la viande. Ah ok, ça c'est bon à savoir. Ok, parfait. Merci. Et à côté, nous avons... La ferme de la Coutussière. Oui. Donc spécialiste un petit peu comme moi de tout ce qui est laitage. D'accord. On s'est séparé un peu le marché en deux. Lui, il va nous apporter tout ce qui est beurre, crème crue, fromage de vache frais. Et puis il fait aussi un petit peu beaucoup de transformations avec de la pâte feuilletée, des tourtes, de ces fromages. Ah, quand tu parles de crème crue, parce que toi tu fais de la crème fraîche. Ouais, mais moi elle est pasteurisée. Ah, toi elle est pasteurisée. Dans mon labo, il faut que ce soit, comme j'avais dit, quand on fait les yaourts,
il ne faut pas qu'on ait de bactéries, Ouais. sinon les nôtres. Ouais. Donc je suis obligé de pratiquement tout pasteuriser chez moi. D'accord. Que là on a l'avantage d'avoir le même produit mais sous une autre forme, Ouais. en cru, qui est un petit peu plus fort, ou que les gens préfèrent soit d'un côté soit de l'autre. Les femmes D'accord. enceintes n'iront pas voir monsieur, mais iront plutôt me voir. Ils auront le droit D'accord. de jeune fille, pas moi. Ok, ok. Et on arrive comme ça, on se complémente. Oui, ok, c'est bien, c'est bien. Donc la crème crue, c'est la crème qui n'est pas pasteurisée. Du tout. Non. D'accord. Donc crème crue, donc fromage cru. Non, pas de fromage. Fromage blanc. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Puis après, vous avez la coutussière, le petit fromage, la tome de vache, et tout comme ça. D'accord. Ok, parfait. Merci beaucoup. C'est la dernière. Ouais, vas-y. Vous les connaissez ces pâtes? Donc faites attention à la cuisson, hein, mettez-vous toujours au temps le moins important. Vous mieux goûter que sur reste à blancher, que autrement, quand c'est trop cuit, ça fait une gine de pâte. Alors là, comme ça, vous allez la récupérer. La pâte feuilletée, c'est bon également. Mon voisin en face, vous allez le voir. Je vais l'appeler. Et fermez les temps. Donc votre terrine est là. Et puis je vous laisse. Oui, je suis d'accord. Merci à vous. Et si notez, n'oubliez pas d'aller chercher la pâte feuilletée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Vous les gars, Gilain. c'est bon. Poulet c'est bon. Beurre c'est bon. Pomme c'est bon. Voilà. Là, tout ce qui est. Et tout ce qui est viande des coups d'heure. C'est automatiquement c'est oui. Et puis après, c'est s'il y a un problème, on voit avec le producteur. Voilà. Ok. Passez un bon retour. Merci. Au revoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Après avoir vidé, on va remplir. Merci à vous. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Donc vous êtes un client de la ruche. Oui, 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 oui. Alors pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous venez faire vos courses ici ou plutôt que d'aller chez Carrefour? Parce que je sais d'où viennent les produits, donc je sais qu'ils viennent d'un périmètre assez restreint. Ouais. Donc il y a la proximité, il y a l'amabilité des exposants et tout ça. Ils sont toujours souriants et toujours agréables. Ok, ça c'est important. C'est un plaisir de les retrouver tous les 15 jours. D'accord, d'accord. C'est un moment de détente privilégié. D'accord, donc vous connaissez les produits, vous savez d'où ils viennent, Voilà. donc vous savez ce que vous mangez. C'est important pour vous de savoir ce que vous mangez? Oui, oui. D'accord. Et au niveau financier, est-ce que vous vous y retrouvez ou est-ce que c'est pareil que si vous faisiez vos courses dans les grands magasins? Je pense que ça va être à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Et en plus, pour moi, c'est plus près. Ah En plus. En plus, bien sûr. Ok, parfait. Écoutez, je vous remercie. Je vous en prie, Et puis monsieur. à une prochaine fois. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. monsieur. Bonjour les enfants. Ah, vous êtes venu de la rue depuis longtemps? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Oui, voilà. Alors vos impressions sur le concept? Moi, je trouve ça vraiment génial. J'ai conseillé même à des amis. C'est un monsieur. Il veut savoir pourquoi on vient acheter des produits ici, en fait. Tu vois. Et du coup, on a des produits de qualité pour les filles. Voilà. Avec mon mari, on a beaucoup de travail. Ouais. Et faire travailler donc les produits de la région. Tout est bon pour nous, voilà. Ok. Vous trouvez que le principe est intéressant? Vous trouvez que vos prix c'est convenable? Oui, c'est vraiment. C'est pas plus cher ou moins cher qu'ailleurs, mais au moins vous savez ce que vous mangez. Voilà, c'est ça. Et au niveau du prix, ça n'a rien à voir. Au début, ça n'a rien à voir. Oui, voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au revoir les enfants. Et au revoir. Au revoir les enfants. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour. Bonjour.
Donc vous êtes client de la ruche? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Depuis quoi? 2-3 mois? 3 mois? Depuis que je me suis installé ici, donc 3 mois. D'accord. Et alors pourquoi la ruche? Qu'est-ce qu'il y a? C'était surtout une question de praticité par rapport au fait que ça réunit les producteurs et qu'on peut tout acheter à un seul et même endroit. Parce que sinon, moi je peux aller aux fermes, donc sinon il faudrait que j'aille à la ferme d'ici, d'ici et d'ici. Donc c'est une question pratique avant tout. Ils prennent 8% de marge, ce qui me paraît à peu près honnête avec l'organisation, et on reste sur du local. Donc, bon, voilà. C'était l'idée de manger local tout en ayant cette praticité, sans que ça soit trop abusif, la marge qui se fout. Donc voilà les 3 raisons, je crois, principales. Ok. Au niveau... Si on fait un comparatif avec une grande surface, vous trouvez que les produits sont de meilleure qualité, moins bonne qualité, aussi bonne qualité? Largement, évidemment, meilleure qualité. Pas forcément plus cher qu'une grande surface. D'accord. Toujours, peut-être légèrement plus, mais sur des produits pas du tout de même qualité. Ça, c'est pour la grande surface. Puis après, évidemment, ça permet aussi de ne pas donner de l'argent aux grandes surfaces de manière générale, qui sont liés à un système absolument abusif, destructeur, inhumain et qui mènera sûrement à la mort soudaine. Bien d'accord. Voilà. C'était ça. Merci beaucoup. Pas de soucis. Voilà, chers amis, notre reportage sur la ruche se termine avec cette distribution. Nous vous remercions de l'attention que vous nous avez apportée et nous vous disons à la prochaine fois. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ou partout où vous voulez. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce vers le haut pour nous faire part de votre contentement. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire sur Tipeee, dont l'adresse va être en dessous. Et on vous remercie et on vous dit à la prochaine dans de prochaines aventures. Merci.